Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RT1 pour cette édition du journal des sports, la dernière de la semaine. Et comme d'habitude, les temps forts de cette édition se trouvent bien sûr dans le sommaire. Éliminatoire Cannes 2019. Opération séduction des éléphants de Côte d'Ivoire. Le groupe du capitaine Serge Aurier est déterminé à raviver la flamme d'amour avec les supporters du Félicia samedi et mardi prochain. Compétition CAF. Fini le suspense. Le tirage au sort a donné son verdict pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Un invité et mes consultants sur ce plateau avec moi, Michael Ncho. Il est manager de joueurs. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Kader Aguilavodi, bonsoir. Bonsoir, Anne-Marie. Et Jeanne Yago, bonsoir. Bonsoir, Anne-Marie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Voilà, c'est parti pour l'actualité nationale. La Fédération ivoirienne de Vaucotrane a organisé les phases finales du championnat de Côte d'Ivoire le samedi 16 mars à Abangourou. Et c'est le club Renaissance d'Abangourou qui a été champion. Les échos avec Véronique Conan et Aude Alegbe. 22 athlètes issus de 6 clubs finalistes et repartis au sein de 6 catégories ont croisé le fer au cours de 3 rounds de 3 minutes chez les hommes et 2 minutes chez les dames. Les phases finales ont permis aux sélectionneurs d'observer les athlètes en situation et d'apprécier les dispositions techniques et tactiques des finalistes. La bataille pour conserver la médaille d'or au sein de chaque catégorie a entraîné des combats intenses. Les finalistes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu face à une centaine d'athlètes ont reçu chacun des médailles et des trophées. Chez les dames, la Renaissance d'Abangourou a obtenu 2 médailles, dont une médaille d'argent dans la catégorie des 50 et 55 kg et une médaille d'or chez les 60 et 65 kg. Chez les hommes, la médaille d'argent est revenue à Abangourou dans les catégories 44 et 50 kg, suivis de Goualiwili et Diouf Doudou qui ont obtenu l'or chez les 55 et 65 kg. Rabouté Mohamed, lui, s'est contenté du bronze chez les 60 kg. Ce championnat est qualificatif pour la sélection en équipe nationale pour le tournoi international Mohamed VI prévu au mois de mai au Maroc. Une activité de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre s'est tenue à la place Inch'Allah, c'est à Koumassi, suivi de la présélection de la compétition de la randonnée d'endurance qui a tenu toutes ses promesses. En tout cas, c'est ce que nous dit Abdraman Samassi. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut les artères de la commune de Koumassi avec à leur tête la délégation officielle de la FIRAP. Cette distance de 5 km a permis de présélectionner les athlètes de la Ligue d'Abidjan Sud pour les phases finales prévues le 14 décembre prochain à Yopougon, à la place Figayo. Quant au président de la Ligue Abidjan Sud, il a tenu à remercier les randonneurs et a promis une grande marche sportive le 4 mai prochain pour le Hiking Children. À Koumassi présentement, à Port-Boy, à Trècheville et à Mapori, en tant que Ligue de l'Abidjan Sud. En tout cas, nous sommes contents de voir tout le monde en mouvement, tous les week-ends, à travers tous les riels des 4 communes de la Ligue Abidjan Sud. Cette activité a été rythmée par des étirements, du fitness et de la Zumba Party. Nous allons continuer de marcher, bien sûr, avec la FIRAP pour aller tout simplement à l'actualité internationale. Avec sa victoire 113 à 106 face à Minnesota, Charlotte peut espérer participer à la phase finale de la saison régulière. Cette équipe est 10e de la conférence Est et à seulement 3 victoires de la 8e place, la dernière place qualificative pour les playoffs. Aude Alegbe pour plus de détails. Pendant les 3 premiers cartons, le Minnesota en blanc-violet a été accroché par les Hornets. Le pivot Karl Anthony Towns, 21 points, et Darius Saric, dans un état de grâce, n'ont pas réussi à porter les siens à la pause avec une victoire, 54 à 51 pour les Hornets. Dans la seconde période, le rookie Miles Bridges s'est offert son premier double-double avec 11 points et 11 rebonds. Et Edouard Bacon, qui a été aligné dans le 5 majeur à la place de Nicolas Batum, a fini la rencontre avec 4 points, 5 rebonds et 5 passes décisives.
C'est durant le 4e carton que les Hornets vont accrocher le Minnesota avec un sensationnel Kemba Walker. 31 points, 6 passes décisives et 5 rebonds. Malik Monk, Jeremy Lamb et Marvin Williams. À une dizaine de matchs de la fin de la saison régulière, les Hornets ont préservé l'essentiel pour venir à bout de Minnesota 113 à 106. Mercredi soir au Caire, c'est en Égypte, la CAF a procédé au tirage au sort des quarts de finale de ces compétitions interclubs. Moyabi Diabaté nous présente les affiches. Détenteur du trophée, l'Espérance sportive de Tunis se frotte les mains en héritant d'un adversaire a priori abordable. Le club sportif constantinois. Ce derby 100% maghrébin sera certainement indécis. Battu lors des 2 dernières finales, le Al-Ali passera par le Mamelodi Sundowns pour tenter de valider son ticket des demi. 8 fois vainqueurs de la compétition, les Égyptiens auront du pain sur la planche en jouant le vainqueur de l'édition 2016. Cauchemar de l'ASEC Mimosa, le Wydad Athletic Club s'expliquera face à un récent adversaire, le Oroya AC. Les 2 équipes avaient été en poule lors de la précédente édition. L'invité surprise, le Simba FC de la Tanzanie, entend poursuivre le rêve contre un tout-puissant Mazembe tombé au même stade de la compétition l'an dernier. Le premier acte de ces quarts de finale se jouera les 5 et 6 avril, avant l'ultime explication les 12 et 13 avril. En Coupe de la Confédération, la Renaissance sportive Berkane du Maroc a hérité de l'équipe de Gor Mahia du Kenya, quand le second représentant du royaume chérifien, Hassania d'Agadir, aura pour adversaire le Zamalek d'Égypte. Recordman des victoires dans cette compétition et invaincu en phase de poule cette saison, le club sportif sfaxien aura certainement l'occasion de confirmer sa suprématie en se mesurant au Nkana FC de la Zambie, tombeur du FC San Pedro en préliminaire. L'autre cadre tunisien, l'étoile du Sahel, se présentera face au Soudanais de Al Hilal qu'il tentera de tenir au respect. Les matchs allés de ces quarts se joueront le dimanche 7 avril et les retours le dimanche 14 avril. Je retrouve mes invités. Alors, Michael Ncho, avant de parler de ces affiches des quarts de finale, dites-nous, vous êtes manager, agent de joueurs, concrètement, vous faites quoi? Je m'occupe de la construction de la carrière de mes joueurs, en suivi, que ce soit après leur carrière, construire leur carrière, en suivi, on va dire, je fais un peu tout, quoi. D'accord. Donc, vous êtes l'agent de joueurs, notamment de Nicolas Pepe, oui. Kodja, Abdoulaye Bamba et Ismaël Traoré. Oui. Et ça se passe bien avec ces joueurs? Ouais, franchement, ça se passe bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes la nouvelle génération d'agents de joueurs. Oui. C'est-à-dire qu'on fait un vrai suivi. C'est pas juste aller dans un bureau signer un contrat, non. J'allais juste demander la différence, c'est quoi avec les anciens? Les anciens, on va dire, il n'y avait pas de suivi. Parce que notamment, j'ai vu assez de footballeurs ici qui étaient dans l'académie Jean-Marc-Guillou, qui n'ont pas fait la carrière qu'ils méritaient de faire, tout simplement. Donc moi, ayant pris conscience de tout ça, ce métier-là, je pense que s'il n'y a pas de suivi, pour atteindre l'excellence, c'est assez compliqué. Donc du coup, moi, c'est un vrai suivi que je fais tout. Gestion de patrimoine, tout. D'accord. Eugène, il est bien placé pour nous dire s'il y a vraiment une différence. Oui, mais il le dit si bien, et quand il parle, il est cohérent, il maîtrise son sujet. Mais la question que je voulais poser aussi, avec tous ces joueurs, est-ce qu'il a le sommeil quand même? Franchement. Oui, franchement, c'est assez difficile. Mais après, quand tu as la passion, tu es content de le faire. Donc, tu sens même pas si le sommeil ou pas le sommeil, mais non. Donc, c'est la passion qui nous anime et on va dire une force intérieure qui te pousse à être toujours au taquet, quoi. D'accord. Nous allons parler maintenant, Kader, commençons par vous, le programme de ces quarts de finale. Constantine sera face à l'Espérance sportive de Tunis. Oui, Constantine qui est le petit poussé de ces quarts de finale, puisque c'est la première participation en quart de finale de cette équipe algérienne. Mais déjà, il faut noter la bonne présence des équipes du nord de l'Afrique, avec le Al-Ali qui représente l'Égypte, l'Espérance de Tunis, la Tunisie, le SCS Constantine dont on parlait qui représente l'Algérie, et puis le WAC du Maroc. C'est vous dire que cette partie de l'Afrique-là est toujours présente quand il s'agit des grands événements, quand on arrive à ce stade de la compétition-là. Donc forcément, on s'attend à un match entre un petit poussé qui est le SCS Constantine et puis son adversaire qui est l'Espérance de Tunis, qui n'est autre que le récent vainqueur, le champion en titre. Donc forcément, il y a l'expérience d'un côté, la fougue, la jeunesse
de l'autre. On va assister à un duel 100% maghrébin, même si l'Espérance de Tunis pas favori. Attention, c'est un match qui va se jouer c'est une double confrontation, donc tout est jouable. À ce niveau-là, le CS Constantine, il ne faut pas oublier, est sorti d'une poule où elle a bataillé dur, notamment face au Al-Ahly, et pour se hisser à ce niveau-là, donc forcément c'est un sacré client. Il va falloir jouer serré du côté de l'Espérance de Tunis. D'accord, Eugène. Je pense que ce match sera vraiment important pour cette équipe de Constantine. Si elle fait un très bon match, si elle marque 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart, elle aura fait un grand pas. Parce que malgré tout, du côté des Radès, j'étais là-bas il n'y a pas longtemps, l'ambiance est extraordinaire. Les espérantistes veulent toujours gagner, ils ont toujours faim, ils sont allés chez des grands joueurs, Fousseni, encore des grands joueurs africains qui jouent dans cette équipe-là. C'est une équipe avec un véritable vécu africain, Anne-Marie, un véritable vécu international, et c'est que de l'espérance pour moi. Sur l'ensemble des deux matchs, peut partir favori quand même. D'accord, Michael, un mot sur cette affiche CS Constantine Espérance Sportive de Tunis. Je pense que Constantine, s'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, s'ils sont solidaires entre eux, ils peuvent faire la différence. Il faut qu'il y ait un état d'esprit commun, et voilà. D'accord. Autre affiche, le Mamelodi qui sera face à Al-Ahly d'Égypte. Ben voilà, on parle, est-ce qu'on pourrait parler de tirage facile pour le Al-Ahly? Non, au regard de ce que les Mamelodi Sundowns ont proposé comme jeu, notamment face à la CEP Assowa. C'est une équipe qui est cohérente, qui a un fond de jeu, qui a des certitudes même dans le jeu. Pardon, donc forcément c'est une équipe qui va présenter le meilleur des visages, surtout qu'elle a atteint ces quarts de finale-là. Elle a l'expérience d'avoir voyagé dans le nord de l'Afrique durant les phases de poule. Donc forcément, c'est une équipe qui va venir avec ses ambitions, avec voilà, la détermination d'accéder pourquoi pas en demi-finale. Mais en face, le Al-Ahly, qui, s'il est vrai, a connu un parcours un petit peu difficile durant les phases de poule. Mais on va dire c'est un peu dans l'habitude des Égyptiens de monter en puissance au fur et à mesure que la compétition avance. C'est une équipe qui est expérimentée, qui est le finaliste malheureux, donc qui va venir avec toute son expertise, ses joueurs d'expérience, sa malice, sa tactique, et puis essayer de faire la différence individuellement, pourquoi pas. Eugène, Mamelodi, Al-Ahly. Non, mais pour moi, pour le Mamelodi, c'est vraiment difficile, Anne-Marie. Je disais que si le Mamelodi recevait au match retour, il y avait des joueurs au Caire, nous avons l'environnement de ce Caire, l'ambiance du Caire, Anne-Marie. Pour le Mamelodi, c'est vraiment difficile. Mais nous sommes en match de football. Vous savez que la vérité d'un jour n'est pas celle de demain. Et je pense que cette équipe a beaucoup de chance. Ils ont gagné de très bons joueurs du côté du Mamelodi. Mais je dis, l'esprit est l'ogre africain. Quand ils ont faim, ils ont vraiment faim. Et je pense que cette équipe de Al-Ahly a les moyens vraiment d'aller au-delà de cette équipe du Mamelodi Sundowns. D'accord. Et puis le Oroya de la Guinée a pour adversaire le WAC de Casablanca. Ben écoutez, une équipe du Oroya qui se construit au fil des années avec un président ambitieux qui est Antonio Soare, qui met les moyens et qui démontre, je ne sais pas si c'est une ambition démesurée que de virer son entraîneur, Patrice Neveu, qui a réussi à qualifier cette équipe pour les quarts de finale. Parce que quand j'ai entendu le vice-président de cette équipe dit qu'on essaie de qualifier, mais le jeu proposé par le Oroya n'est pas celui qu'on attendait parce qu'on ambitionne de faire de grandes choses. Ça vous dit toute l'ambition qui caractérise, mais est-ce que le nouvel entraîneur qui va arriver va tout de suite réussir à mettre, on va dire, ce schéma tactique-là plaisant aux dirigeants? C'est là toute la question. Attention, cette équipe du Oroya qui, depuis 2-3 ans maintenant, est en train d'inscrire son nom parmi les grands. Mais c'est un quart de finale qui sera difficile. En face, je crois que c'est l'équipe du WAC, une équipe qui a souffert également en poule, qui n'est pas terrible. Donc pour moi, c'est jouable. C'est jouable pour le Oroya qui a toutes ses chances. Mais attention, ne pas tomber dans ces errements de la phase de poule où elle a mené au score pendant longtemps, elle se fait rattraper dans les ultimes moments. Non, il y a cette irrégularité sur un match des joueurs guinéens qui font que très souvent, elle perd la face. Alors, il faut comprendre entre la vision du président Soirée et le projet de jeu. Il faut qu'il y ait cette concordance entre les deux. Il prend un entraîneur en moins de 6 mois de vie. Quel est le prochain? Quelle est la vision? Quel est le projet de jeu de cette équipe? C'est des grandes questions que nous posons et pour que les clubs africains ont beaucoup de problèmes. On laisse pas souvent les entraîneurs sur 2-3 ans avoir cette maîtrise collective, cette mobilité, cette flexibilité dans les schémas, dans les schémas tactiques. Et quand vous virez un entraîneur après 3-4 mois, que voulez-vous faire? Il y a une question pour le regard. Moi, je pense que sur l'ensemble de ces deux parties, ce Wydad-là, vraiment malade, mais irrésistible à domicile, pourra faire mal au Royal de Guinée. D'accord. L'avis de l'agent de joueur sur la question? Oui, et il a raison, mon confrère, ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire en Afrique, on ne laisse pas le temps de construire, au fait. Et à partir du moment qu'on ne laisse pas le temps, après, il y a des désordres par rapport aux nouveaux qui arrivent. Donc, un manque de déconcentration pour les footballeurs sur le terrain. Mais je pense que, comme il a bien précisé, on peut créer des surprises. Et quand tu vas à l'extérieur, souvent, tu as tendance à être super motivé et à donner le meilleur de soi-même. Et souvent, c'est là où on fait la différence.
D'accord. La dernière affiche, le Simba de la Tanzanie sera face au tout-puissant Mazembe de la RDC. Oui, Simba de Kagere Medi, cet attaquant puissant rwandais, qui sera demain au Stade Boigny, une belle équipe de Simba. Et puis une équipe, excusez-moi, une équipe de TP Mazembe. Pour moi, c'est un match équilibré. La grosse surprise de Simba face à l'expérience du TP Mazembe. J'espère que ce sera un très beau match. Mais je serai sur l'ensemble de cette partie-là. C'est-à-dire que Simba a vraiment faim. J'ai vu le match face à Vita. On sent, comme je disais, un show. Quand tu as faim, quand vous êtes dans le même esprit, dans la même ambiance, dans la même envie, vous pouvez créer des surprises. Je pense que Simba peut créer la surprise face au TP Mazembe. Kader. Mais je crois qu'aujourd'hui, la pression est plutôt sur les épaules du TP Mazembe, du fait de savoir que l'adversaire qu'on va croiser a déjà battu l'AS Vita, qui est un grand habitué de la Ligue des Champions. Ouais. Donc forcément, c'est une équipe qui en a sous la semelle et qui est capable de réaliser l'exploit. Donc, quand vous arrivez à ce stade de la compétition, là, eh bien, vous ne faites plus de calcul, parce que tout ce qui vous arrive, c'est du bonus. Et affronter le grand TP Mazembe est une motivation supplémentaire. C'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps avec un entraîneur, je crois, belge, Patrick Ossens, qui a entraîné le Al Hilal, qui a entraîné l'AC Léopard, donc qui connaît bien le football congolais, qui connaît le football africain, et qui depuis quelques années, depuis 2015 déjà qu'il est en poste, on parlait de stabilité, lui par exemple, c'est un modèle. Donc forcément, il a apporté un plus, il a apporté la confiance, il a apporté une même brin de maturité à cette équipe de Simba, qui va regarder droit dans les yeux les joueurs du TP Mazembe, malgré, je crois, leurs 5 titres de champion, et puis les joueurs qui la composent comme Poutou, Trésor, comme Mouleka, qui peuvent faire la différence individuellement, mais attention, ça reste un match, comme j'ai dit, très ouvert entre une équipe de Simba qui va venir sans complexe pour défier le TP Mazembe. D'accord, ça c'était la Ligue des Champions. Nous allons voir maintenant les affiches Kader et Eugène. Les affiches des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Et là, le Nkana de la Zambie sera face au CS Sfaxien de la Tunisie. Le CS Sfaxien, c'était un grand habitué de la Coupe de la Confédération. On a l'impression que cette compétition-là est taillée pour le CS Sfaxien, tellement elle est habituée à évoluer, n'est-ce pas, au plus haut niveau dans cette compétition-là. Non, les Tunisiens pas de favoris. Les Zambiens du Nkana de Deville, c'est vrai que par le passé, ont montré du fil à l'étendre à l'Afrique nationale. Oui, bien sûr. Mais depuis ce moment, elle a pris du plomb dans l'aile, mais elle essaie de se refaire petit à petit. Mais attention au clause Sfaxien, comme je l'ai dit, priorité à l'expérience tunisienne, à la malice comme d'habitude, et puis bon, la différence individuelle. Pour moi, le CS Sfaxien n'est pas favori dans cette opposition. D'accord, Eugène. Oui, je pense que comme l'a dit Kader, il a bien cadré ce qu'il voulait dire, mais je dis qu'aujourd'hui, c'est un beau match pour moi. Entre une équipe Canal de Ville, une belle équipe zambienne, où c'était l'équipe nationale de Zambie. Quand on jouait, il y avait ce crédit, il y avait l'environnement dans cette équipe, dans ce stade-là. Aujourd'hui, face au club Sfaxien, je pense que c'est une équipe où il y avait un Ivoirien, Kwasi Blaise, qui avait monté cette équipe-là, très, très, très forte. C'est une belle équipe, comme le disait Kader. Aujourd'hui, ces clubs du Nord ont les infrastructures, ont Anne-Marie, ont l'organisation. Je pense que les moyens aussi, d'aller recruter où ils veulent, parce qu'ils ont une organisation réelle, rigide et vraiment qui marche. Et quand vous avez ces données-là, pour moi, le club Sfaxien a de l'avantage sur les Canaries de Ville. D'accord. L'étoile du Sahel, Kader, de la Tunisie, bien sûr, sera face à Al Hilal du Soudan. Pour moi, c'était un duel équilibré, parce que les Soudanais, depuis quelques années, ont mis beaucoup d'argent, ça c'est le mot, que ce soit Al Hilal ou Al Merrek, deux clubs phares qui représentent un peu la Sécule Africa au Soudan, donc qui fournissent le maximum de joueurs à l'équipe nationale soudanaise. Donc, moi, c'est une équipe qui, depuis quelques années, quand même, essaie de se faire une place, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération, ils sont toujours présents, les Soudanais. Quand vous entendez Soudan, vous avez l'impression que dans cette partie de l'Afrique, on ne joue pas au football. Mais attention, ils ont fait venir les meilleurs techniciens, ils ont fait venir d'autres expertises pour pouvoir développer le football. Et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. On a des équipes comme le Al Hilal qui sont en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Ça vous donne une idée du niveau du jeu, même si le Soudan n'est pas qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique. Mais en tout cas, il est bien représenté, parlons du Soudan, par ces deux équipes-là qui sont le Al Merrek et le Al Hilal. Alors, en tant qu'agent de joueur, vous allez prospecter au Soudan aussi? Oui, je suis moi. Juste pour savoir. On verra bien. D'accord. Autre affiche, Eugène, Hassania Agadir, c'est au Maroc, sera face aux Zamalek d'Égypte. Oh, le grand Zamalek, quand je parle de Zamalek, j'ai des frissons parce que je me rappelle de ce match, le fameux match face à l'Afrique. On n'a pas revenu sur les mauvais souvenirs. Non. Mais il faut savoir que le Zamalek revit après plusieurs années où le Zamalek était quand même une équipe en deçà de Al-Ali et tout. Je pense que cette équipe du Zamalek revit bien, une belle équipe avec un beau football, une équipe pour le football, l'intensité, la combativité, la mobilité, la vitesse dans le jeu, l'impasse physique Anne-Marie,
mettent, je pense que cette équipe du Zamalek peut faire mal cette équipe d'Agadir. D'accord. La dernière affiche, Gor Mahia, c'est au Kenya, oui. Sera face à RS Berkane du Maroc. Oui, Gor Mahia qui depuis 2-3 ans commence à prendre de bonnes habitudes, notamment en Coupe de la Confédération. Ils étaient en Ligue des Champions, ils ont été reversés en Coupe de la Confédération. Ça veut dire qu'ils veulent rester toujours dans le quota des meilleurs clubs africains en termes, je veux dire, au niveau des compétitions organisées par le continent. Donc c'est une équipe kenyane qui se construit, qui a fourni également beaucoup de joueurs en l'équipe nationale. Le Kenya même qui est qualifié, je crois, pour la prochaine Coupe d'Afrique, face à une équipe de Berkane qui va essayer également de, pourquoi pas, de rentrer dans l'histoire. Hein. C'est une équipe qui était il y a, je crois, 2-3 ans en Ligue 2, qui est montée en Ligue 1 et aujourd'hui qui est en train de disputer, n'est-ce pas, cette compétition. Donc c'est du bonus pour les deux clubs et c'est une juste récompense pour les efforts consentis par les deux camps. D'accord, nous allons parler de la CAN maintenant, mais juste une information. Hein. On sait que la Côte d'Ivoire a battu le Niger tout à l'heure 2-1 dans le cadre des éliminatoires à deuxième tour match aller de la CAN U23. Oh, c'est super, c'est super, c'est super. C'est un bon pas, vers la qualification en arrière. Mais ce n'est pas encore joué, il y a un match retour à disputer, donc il faudrait rester concentré comme disait le show. D'où confrontation, attention aux Niger qui vont venir ici avec l'intention pour pas renverser la papette. Donc c'est bien d'avoir gagné à l'extérieur, mais c'est encore mieux de confirmer ici avec on va dire, la belle brochette de joueurs qu'on a dans cette équipe-là. Il y a vraiment du talent et bon, il faut profiter parce qu'après, je crois, il y a les Jeux olympiques, donc il faudra profiter au maximum. D'accord, pour notre part, nous allons passer maintenant aux annonces. Déjà qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, les éléphants de Côte d'Ivoire reçoivent les Amavubi du Rwanda. C'est demain, samedi 23 mars, au stade Félix Houphouët-Boigny, dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Konaté Ngamblé. Ce sont des éléphants sereins et débarrassés de toute pression qu'on a pu observer lors des séances d'entraînement du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Un enthousiasme qui devra pourtant se déposséder de toute suffisance. Même si la qualification pour la CAN est déjà acquise, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de donner le meilleur pour rester sur sa bonne dynamique et marquer les retrouvailles avec son public du stade Félix Houphouët-Boigny. Face aux Amavubi, les éléphants doivent présenter un visage rassurant et redorer leur blason de nation joueuse sur le continent africain. Ils n'entendent pas se défaire de ce statut, surtout face à des Rwandais qu'ils avaient dominés 2-1 à l'aller sur leurs installations. Une avance psychologique dont va se prémunir le commando d'Ibrahim Kamara pour continuer sur la voie de la victoire. Avec 8 points. Et à 3 longueurs du leader, la Guinée, le technicien ivoirien pourrait profiter de cette dernière journée pour faire tourner son effectif. Des jeunes internationaux qui n'ont pas l'habitude de jouer depuis sa prise de fonction en septembre dernier pourraient avoir leur chance. Le technicien ivoirien dispose d'un beau monde pour aligner une équipe complémentaire sur toutes les lignes. Même si terminer désormais en tête de la poule H est une mission difficile, mais pas impossible, il s'agit pour Serge Aurier et ses camarades de terminer la campagne en beauté afin de maximiser leurs chances pour être tête de liste à la CAN 2019, dont le tirage au sort aura lieu le 12 avril prochain. Voilà, demain les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent le Rwanda, ici même devant son public. Donc que reste-t-il à faire à Kamara Ibrahim, s'il vous plaît? Non, c'est aborder ce match avec sérénité, avec panache, avec intensité, avec mobilité. Tout de suite dans les 10 premières minutes, avec cette belle entame qui permet aux éléphants d'être libérés en marquant rapidement. Quand on marque rapidement face à ces équipes-là, forcément, elles vont sortir pour chercher à égaliser. C'est là où Nicolas et Gradel et autres pourront faire la différence dans par leur vitesse, leur vivacité, leur intelligence, pourront perforer cette défense-là. Je pense que face à cette équipe-là, il faut les laisser venir tranquillement, marquer rapidement, les laisser venir et contrer tranquillement avec Pépé, avec Gradel, avec Kodja. On a devant du feu pour faire mal à n'importe quelle défense d'Afrique. Continuons au milieu de terrain de leur donner rapidement le ballon dans le bon tempo. C'est souvent l'appel qui amène la passe. S'ils appellent, donnez-leur le ballon dans le bon tempo. Et Anne-Marie, je pense que demain, il y aura de la joie en Côte d'Ivoire. D'accord, on l'espère en tout cas, Kader.
Mais écoutez, dans la bonne annonce de Samuel Metz, j'ai cru entendre des mots comme séduction, opération séduction. Donc pour les éléphants, il faudrait être sexy demain. Tout simplement, sexy à tous les niveaux. Non, il faudrait être plus sérieux, mettre les bons ingrédients. On a envie de voir une équipe de Côte d'Ivoire avec beaucoup plus de maîtrise collective. On a envie de voir une équipe de Côte d'Ivoire avec beaucoup plus de cohérence dans le jeu, mais surtout une équipe qui devant, écoutez, va nous offrir plein de buts. Quand vous avez cette attaque dont parle Begriago, écoutez, ça fait... C'est une attaque, je dis, qui fait rêver. Qui fait rêver, je ne vais pas employer d'autres mots, mais qui fait rêver tout simplement. Quand vous entendez des noms comme Nicolas Pepe, qui nous émerveille chaque week-end avec Lille, quand vous entendez Jonathan Kodja, ce qu'il fait depuis son retour de blessure, quand vous voyez des garçons comme Mas Gradel, qui est toujours bon pour le service, toujours combattant, toujours combatif. Et puis au milieu du terrain, que c'est vraiment, il y a des joueurs, tout est là. En tout cas, pour nous offrir du spectacle, mais surtout, terminer en beauté une compétition qu'on avait mal entamée, il ne faut pas l'oublier. On avait perdu face à la Guinée à Bouaké, donc on était dans le dur. Le sélectionneur avait parlé de crise de points depuis, mais les garçons ont fait le boulot. Même si Kamara Ibrahim pense aligner une équipe bis, il faudra que cette envie de gagner, cette envie de bien faire, parce que pour moi, on a entamé la préparation de la CAN 2019. Avec ce match-là, il faudra renforcer les liens, renforcer cette relation entre les différents compartiments, corriger les imperfections. Demain, on a envie de voir tout ça, de la rigueur, des buts, de la cohérence dans le jeu, de l'enthousiasme surtout, pour démontrer à nos adversaires futurs que, bon, on arrive, pas peut-être pour gagner le trophée, mais on arrive avec une équipe. Et pourquoi pas gagner le trophée? Après, c'est bonus. Après, c'est du bonus. D'accord. Alors, Michael Uncho, vos joueurs, ils sont prêts? Moi, mes joueurs, ils sont comme moi. Hein. C'est-à-dire qu'on est en mode guéri dans le cerveau. C'est-à-dire que quand il s'agit du pays, on est fier de représenter la Côte d'Ivoire à l'étranger. Donc quand on vient, on a le droit de reprendre présent et de montrer l'exemple, en fait. Donc du coup, mes joueurs, je leur dis toujours, donnez le meilleur de vous-même et représentez dignement de la Côte d'Ivoire. Donc ils sont dans un bon état d'esprit, notamment Nicolas Pepe et Kodja. Franchement, ils sont dans un bon état d'esprit. Et moi, honnêtement, je fais appel à la population ivoirienne qui comprennent que sans eux, rien ne peut marcher. Donc les Ivoiriens, ils ont besoin d'un soutien. C'est-à-dire qu'il faut que le stade Félix-Houphouët-Boigny soit vraiment rempli, et à craquer, qui motive les gamins à se surpasser, à se transcender. Donc c'est tous ensemble qu'on pourra hausser le drapeau ivoirien jusqu'à la CAN. D'accord. Le programme de cette 6e journée dans le groupe H donne bien sûr à partir de 17h Côte d'Ivoire-Rwanda. C'est demain, samedi 23 mars. Donc, chers téléspectateurs, retenez bien la date. C'est juste demain à partir de 17h au stade Félix-Houphouët-Boigny. Et puis le dimanche 24 mars, la Centrafrique sera face à la Guinée. Écoutez, match sans véritable... Est-ce qu'il y a un enjeu? Je ne crois pas, même si peut-être là, au niveau de la première place, qui est encore possible, mais la Guinée a démontré en tout cas sur les 5 matchs qu'elle avait, on va dire, des arguments pour figurer, n'est-ce pas, dans cette Coupe d'Afrique, là, la première a battu la Côte d'Ivoire ici. Non, c'est une équipe de la Guinée qui progresse, qui est affûtée et qui va aller défier la Centrafrique, même si les Centrafricains voudront terminer sur une belle note, et ça sera peut-être l'avantage pour la Côte d'Ivoire de pouvoir piquer la première place aux Guinéens. Mais en tout cas, on s'attend à un match difficile pour les Guinéens sur une pelouse difficile. Parce que quand vous voyez cette équipe guinéenne jouer, c'est une équipe qui adore faire tourner le ballon, qui adore avoir la possession. Et c'est là que je déplore aussi bien ce stade de la Centrafrique, cette pelouse-là, que celui du stade Félix-Houphouët-Boigny. En tout cas, les éléphants savent quelque chose. Absolument. Donc, c'est peut-être moi aussi, une chose, lancer un appel aux supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je lance un appel à nos autorités pour qu'enfin on puisse travailler sur cette pelouse qui doit véritablement aider notre équipe à pouvoir produire du beau football. Parce que si on veut voir du spectacle à la CAN, si on veut voir du spectacle chaque fois que nos équipes jouent au ballon, il faut que les garçons puissent jouer pour qu'ils aient les conditions pour pouvoir s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de mettre un pied après l'autre. Après, on se dit que les joueurs sont des tricheurs, mais parce qu'ils ont peur de se blesser. Parce que le premier adversaire, c'est la pelouse. Aujourd'hui, si toutes les conditions ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas avoir du spectacle. Ce n'est pas de la magie, le football. Quand les conditions sont réunies, vous avez du bon spectacle. D'accord. On espère tout de même qu'il y aura du beau spectacle demain au stade Félix-Houphouët-Boigny. Eugène, sur la Centrafrique face à la Guinée. Une équipe qui revient quand même, l'équipe de la Centrafrique qui était très loin du niveau africain, qui revient. Pour moi, c'est une belle entrée dans le football africain. Mais la Guinée, une équipe en résurrection, une belle équipe avec de beaux talents, Nabi et beaucoup d'autres qui ramènent le football guinéen à son meilleur niveau. Je pense qu'il faut faire très attention à cette équipe. Si quand elle est dans son meilleur jour, c'est une équipe extraordinaire, remplie de talent. Je pense qu'aujourd'hui, cette équipe de Guinée ne doit pas se presser. Elle doit penser sur le long terme. Ils ont commencé à comprendre et la Guinée revient dans le sommet du football africain. Laissons le temps, mais cette équipe guinéenne
Elle est pétrie de talent. Il y a de bons manières de ballon. Et quand tu retrouves les niveaux, Anne-Marie, c'est une équipe présente à avoir joué. D'accord. Le classement à l'issue de la 5e journée, bien sûr, de ces éliminatoires dans le groupe H. Évidemment, la Guinée en tête avec 11 points, suivi de la Côte d'Ivoire à 8 points. La Centrafrique arrive en 3e position, 5 points. Le Rwanda a seulement 2 points, en 4e position. Le Rwanda est à sa place, Anna-Marie. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, 2 fois champion d'Afrique, la Guinée, un des grands du football africain. Je pense que c'est un classement mérité pour toute cette équipe-là. C'est vrai qu'on a été pas mal bousculé par les Centrafricains là-bas, mais bon, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on était depuis la déconvenue du désignateur du Mondial 2018. Il a fallu reparler aux garçons, colmater les brèches. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est en train de se mettre en place, non? On a bagarré comme on pouvait face à une équipe, comme je disais, de la Centrafrique, qui est en train de revenir progressivement. Mais bon, la logique, comme Bigre disait, a été respectée dans ce groupe-là avec la Guinée et la Côte d'Ivoire. Même si la logique aurait souhaité que la Côte d'Ivoire soit en tête et la Guinée deuxième. Bon, c'est clair qu'il n'y a pas trop de logique aussi au foot. Oui, il n'y a pas de logique au foot. Le foot, de toute façon, il n'y a pas de logique, c'est le travail. Et il faut avoir un peu de chance, quoi. Qui vont te permettre de faire la différence. D'accord. En tout cas, on espère que demain, la chance... Voilà. Les éléphants ont travaillé déjà. Marie, la chance, il faut la provoquer, il faut la tirer aussi. Exactement. Comme il est dit si bien. Par le travail. Forcément, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que le football est tellement beau, on a beau s'organiser. Je me rappelle d'un match quand on jouait contre Al-Ali en demi-finale, on a fait un schéma précis. Et un de nos joueurs est tombé malade. Oui. Comment il fallait se réorganiser. Exactement. Le football, c'est s'adapter à la situation présente. Quand vous savez vous adapter à Marie, vous avez beaucoup de chance. Et comme il le dit, il faut se battre. Ouais. On ne donne rien facilement en football. Exactement. Mais quand vous jouez un match amical, il faut mettre la semelle, il faut mettre de l'impact physique et vous gagnez. Raison pour laquelle je dis le match de demain, il ne faut pas que les Ivoiriens prennent ça à la légère. Ce n'est pas une fête, c'est un devoir de gagner ce match-là pour les Ivoiriens. Donc tous ensemble, il faut que ça soit une fête pour tout le monde. Il faut qu'on gagne et on fera la fête après. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi Abidjan? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées, qui continuent de se poser cette question. Pourquoi Abidjan et pas Bouaké pour cette rencontre Côte d'Ivoire-Rwanda? La réponse avec Sam Etiassi, le directeur exécutif de la FIFA. Aujourd'hui, le stade de Bouaké est en réhabilitation parce que vous savez qu'on doit agrandir le stade de Bouaké. Toutes les grilles de protection ont été enlevées, les poteaux électriques on les a fait tomber, tous les bétons qui séparent les tribunes ont été cassés et c'est pourquoi nous avons opté pour le stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, Kader, on a eu les explications, je dirais, du directeur exécutif. Écoutez, je continue à penser que la FIFA aurait pu, à un moment donné, différer les travaux, demander à l'ONU de différer les travaux, ne serait-ce que pour jouer ce match, parce que la pelouse de Bouaké est bien meilleure que celle du Félicia. Et les joueurs, les éléphants de Côte d'Ivoire, en tout cas, adorent cette pelouse-là. Ils aiment la chaleur des supporters de Bouaké qui l'ont bien rendu sur les matchs. Même quand c'était difficile, ils ont été là. Et pour moi, ça aurait été un véritable cadeau pour la population du Bouaké qui nous a accompagnés. Je ne suis pas sûr demain, je vais me tromper, mais je ne suis pas sûr que demain le Félicia affiche complet. Je vais me tromper, comme je dis. Tu parles des je te rassure que le Félicia, tout à fait. Donc on revient à la solution ça faut moyen. C'est l'antre magique des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Il faudra faire des amis sexy. Parce que moi je me dis que si la Fédération ivoirienne a voulu jouer au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est de rapprocher un peu les joueurs auprès des Ivoiriens d'Abidjan, quoi, tout simplement. D'accord. Donc, juste rebondir pour dire que ce n'est pas la fédération qui décide des travaux, c'est juste le COCAN, au fait, qui est en train de faire les travaux. Donc ça ne dépend pas de la fédération ivoirienne. Mais des décisions auraient pu intervenir, ce que je vais faire comprendre. Des décisions auraient pu intervenir entre la FIFA et le COCAN pour ne serait-ce que jouer ce match-là. Uniquement ce match-là, et puis après on pourrait plus. Bon, ça ne fera pas de mal quand même de jouer à Abidjan, puisque la population d'Abidjan également veut bien voir cette rencontre avec les il faut quand même comprendre que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a à Bouaké, ça c'est le CAN, je vais faire. Merci pour la parenthèse. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a une reconquête. Vous savez, les Ivoiriens sont repartis fâchés après le match. La fédération a vraiment compris. Il y a la reconquête à Abidjan. C'est notre âme, c'est notre stade fétiche. C'est ça que tous les grands espoirs ont été faits. On revient sur notre terre. La réconciliation va se faire ici, au stade Félix Houphouët-Boigny. Parce que les Ivoiriens, ils ont voulu aller à Bouaké. Ils avaient tellement une tension à Abidjan, surtout au Félix Houphouët-Boigny. Donc ils sont exilés à Bouaké pour prendre de la force et venir terminer à Abidjan qui
Voilà quoi. Dans ce cadet dont nous dit ce qu'il veut de Bouaké, Anne-Marie. D'accord, on continue sur cette... Pour dire que la rencontre Côte d'Ivoire-Rwanda est aussi une occasion, comme nous le disions tantôt, pour Kamara Ibrahima et ses poulains de se réconcilier avec son public. Exactement. On écoute l'élément de Moyabi Diabaté. Le 11 novembre 2017, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire fragilisait sa relation avec ses supporters lors de la réception du Maroc en éliminatoire du Mondial 2018. 16 mois après cette déconvenue, les éléphants ont l'opportunité de reprendre l'idylle avec leur public, comme par hasard, au même endroit et à la même heure. On leur souhaite tout le bonheur, on veut qu'ils aillent le plus loin possible dans la compétition parce qu'on sait qu'on a les éléments pour. On fait confiance à nos joueurs parce qu'ils évoluent dans les grands clubs. Bon, pour cette CAN, on est confiant, on sait qu'on ira le plus loin possible dans la compétition avec les éléments que nous avons. Entamant leur processus de guérison à Kigali par une victoire, les champions d'Afrique 2015 ont par la suite empoché le billet de la qualif en pulvérisant la Centrafrique à Bouaké avant 2 nuls à Bangui et à Conakry. L'opération séduction entamée à Bouaké est réussie. Mercredi à l'entraînement, les inconditionnels, tout aussi enthousiastes qu'exigeants, étaient présents. J'aimerais que les éléphants aient la même hargne, la même rage de vaincre qu'ils avaient en 2015. Parce que quand ils ont gagné en 2015, il n'y avait pas Drogba. Donc s'ils ont gagné sans Drogba, sans ces grands joueurs-là, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs absents, comme Yaya Touré, Drogba ou Gervinho, je sais que tout est possible. Les éléments de la troupe Kamara doivent mesurer les attentes du public sportif ivoirien et défendre crânement le maillot national comme il se doit. Eux devront donner le ton contre le Rwanda et le Libéria avant de poursuivre la mission jusqu'au 19 juillet 2019, date de la finale de la CAN, en ajoutant une 3e étoile près des 2 autres. C'est tout le souhait de ces milliers d'Ivoiriens. Et Jeanne, on le voit, hein, pardon, les Ivoiriens aiment leur équipe nationale. Ah oui, Anne-Marie, c'est fort. Souvent, quand vous entendez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand vous êtes footballeur, la chair de peau, vous savez que c'est tout un peu qui est derrière vous. Et comprennent cela. Et c'est pour ça que souvent je dis, il faut être patient. Mais le football, on n'a pas le temps d'être patient. Il faut gagner maintenant et tout de suite. Quand on a des noms comme Kodja, comme Pépé, comme Bamba. C'est tout à fait légitime le fait de revendiquer une victoire. Ils doivent comprendre que le football, il y a une équipe en face, il y a des joueurs qui ne veulent pas perdre. Mais souvent, quand on est les supporters, la fille partie du fait qu'on ne regarde pas tout cela. Donc soyons patients, on revient d'un coma profond, on se reconstruit, mais on a les éléments pour aller au bout. Si on forme un groupe, si on forme une véritable équipe, on ira très loin. Et moi, j'ai un point très important à souligner, c'est qu'on a oublié que Drogba, les anciennes générations, il fallait faire un remaniement de tout ça, il fallait remettre encore... Il fallait donner la chance à cette nouvelle génération, à ces jeunes-là qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas vraiment l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il fallait les permettre à s'intégrer. Et bien, il n'y a pas eu cette intégration-là. Directement, ils étaient exigeants. On est resté sur Drogba, Yaya Touré, les performances élevées qu'ils ont mis en place. Ben, nous, on voulait que ces jeunes-là soient à cette hauteur-là. Alors qu'on n'a pas compris qu'ils n'ont pas encore la carrière de Yaya Touré, Drogba. Il fallait laisser le temps de construire. Donc, c'est là, moi, je pense qu'il y aura. Donc, il faut les laisser grandir vraiment et les soutenir surtout, que de tout le temps les descendre à chaque fois, parce que psychologiquement, ça les fatigue. D'accord. Mais là, je crois qu'il y a une certaine cohésion qui a été mise en place, un Kader, depuis que Ibrahim Kamara est là. Oui, surtout un nouvel état d'esprit qui demande aux joueurs de laisser tomber leur statut en club, leur ego, pour se fondre dans un objectif commun, celui de construire une grande équipe. La victoire en 2019, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la victoire n'est pas impérative. C'est en 2021 qu'on aurait une équipe compétitive, parce que ces jeunes-là, comme disait ils sont en apprentissage. Parce que moi, il ne faut pas oublier que la génération de Drogba, ils ont mis 10 ans, 10 ans avant de remporter un trophée en 2015. Exactement. Donc, ils ont connu 3 coupes du monde. Donc, forcément, ils ont emmagasiné le vécu, l'expérience. Ils ont eu pas mal de soucis, mais des belles victoires également. Donc, ces jeunes-là vont se construire au fil des compétitions. Il y a pas mal qui vont disputer les premières Coupes d'Afrique. Donc, il faudra être moins exigeant. C'est vrai qu'on est passionné. On a envie de les voir briller. Exactement. Après, on fait le rapport qu'on fait, c'est que le même Nicolas Pépé qu'on voit à Lille, on veut le voir à la sélection. Alors qu'en club, c'est tous les jours, les entraînements, c'est tous les jours. En club, en sélection, pardon, ben, le mec, l'entraîneur, il voit les joueurs 2 3 fois dans l'année. Il a maximum 4 jours pour les préparer, donc c'est pas évident. Mais aujourd'hui,
les joueurs ont cette volonté-là, de mouiller le maillot, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de marcher sur les traces de la génération précédente. Ça demande du temps, de la patience surtout, parce que c'est dans la patience que se construisent. Regardez Joachim Low, il est en poste depuis combien de temps? Il a fini par gagner une Coupe du Monde. C'est pareil pour Deschamps. Un échec à l'Euro, un quart de finale en Coupe du Monde 2014, une victoire en 2018 avec des jeunes joueurs, certes, mais ça a mis du temps. Donc il faut laisser le temps à la mayonnaise de prendre du temps pour ces jeunes joueurs de s'aguerrir, pour découvrir, prendre leur repère en sélection, parce que c'est pas évident. Bégré sait de quoi je parle. L'été international, il sait qu'en équipe nationale, c'est jamais la même chose. Quand vous portez le maillot du club et le maillot de la sélection, mais il y a une grande différence. Mais la pression est forte et il faut encourager, comme Mickaël le disait, il faut encourager ces jeunes-là qui ont besoin d'être poussés, d'être soutenus. Et surtout, il faut leur faire confiance. Et surtout qu'on arrête de toujours dire pourquoi ne pas appeler un tel. S'il y a des joueurs que le sélectionneur il a appelés, faites confiance à ces jeunes-là, motivons-leur, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Parce que quand, à partir du moment où tu dis appelle lui, et lui il est en sélection, tu dis alors moi je ne suis pas important, et indirectement il baisse les bras. Donc il faut toujours encourager ceux qui sont là. S'ils sont là, c'est que le coach pense que ces mecs-là peuvent... Il faut la faire. Exactement. Voilà. Je suis d'accord. Eugène? Oui, c'est bien, c'est vrai, il faut les encourager, mais comme je dis souvent, le football, le peuple ivoirien est féru de football. Deux cas, on peut gagner une troisième et ça met cette pression inutile. Mais il y a une pression d'être positive. Si elle est positive autour de cette équipe, cette jeune équipe, elle va monter en puissance et puis on verra de très bons joueurs. Je pense que Nicolas, il faut que l'entraîneur trouve aussi ce schéma-là. Pour maintenant Nicolas de s'exprimer comment lire. C'est aussi la part de l'entraîneur. Mais je pense qu'ils vont trouver sur cet argument l'espace, l'environnement. Pour maintenant Nicolas, Kodja, Gradin et autres, de briller comme un club pour moi. D'accord, je crois que les Ivoiriens auront l'occasion demain de dire tout leur amour à leur équipe nationale pour sceller cette réconciliation-là à l'issue, bien sûr, de cette rencontre Côte d'Ivoire-Rwanda. La dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 s'annonce cruciale pour certaines sélections africaines, dont le Burkina Faso, le Gabon, l'Afrique du Sud, la RDC et le Togo. Arsène Kwasi. L'ultime journée des éliminatoires de la CAN 2019 s'annonce décisive pour certaines équipes nationales sur le continent. À commencer par le Gabon dans le groupe C. Troisième avec un total de 7 points, les Panthères devront absolument s'imposer face au Burundi pour valider leur qualification pour la CAN 2019. Le Gabon pourra compter sur son capitaine joueur vedette, Pierre-Emerick Aubameyang, de retour en sélection après les absences face au Soudan du Sud et au Mali. Le retour du sociétaire d'Arsenal est salué par son sélectionneur Daniel Cousin qui retrouve l'un de ses atouts offensifs numéro 1. Dans le groupe E, l'Afrique du Sud n'a plus le droit à l'erreur. Deuxième de son groupe avec derrière le Nigeria, déjà qualifié, le sélectionneur sud-africain Stuart Baxter aura besoin d'un petit point contre la Libye pour valider son ticket pour la phase finale. Avant ce duel, les Bafana totalisent 9 points contre 7 pour leur adversaire. Dans le groupe G, la RDC est également contrainte de s'imposer à domicile face au Libéria. Troisième de la CAN 2015 et quart de finaliste de la précédente édition 2017, les Léopards ne veulent en aucun moment rester en marge de cette grande messe du football continental sous le pied des pyramides. Vu l'enjeu, le sélectionneur Florent Ibenge n'a pas lésiné sur les moyens. Il a fait appel à des vieux briscards comme Trésor Mputu et Youssouf Moulumba pour bénéficier de leurs expériences pour arracher la qualification. Également sous pression, le Togo d'Emmanuel Adebayor, troisième du groupe D, doit réussir le hold-up au Bénin. À l'instar d'Emmanuel Adebayor, Floyd Haïté et Mathieu Dosevi, le sélectionneur Claude Leroy peut aussi compter sur le retour de suspension de son défenseur lillois, Karim Ouro Sama. Ce duel fratricien face aux écureuils s'annonce électrique à Cotonou. Kader, un match décisif pour le Burkina Faso. Ben oui, qui n'a plus son destin, qui n'a pas son destin à la main tout simplement parce que le Burkina doit non seulement gagner, mais espérer que l'Angola fasse au moins un match nul. Je crois sur son déplacement au Botswana. Donc c'est une opération compliquée pour les Burkinabés qui se sont, on va dire, qui ont dit difficile eux-mêmes leur tâche. Et comme à chaque édition de la Coupe d'Afrique, ben les Burkinabés vont non seulement devoir gagner et puis espérer, comme je l'ai dit, un faux pas de l'Angola qui totalise 9 points au Botswana. D'accord. Quand vous regardez cette équipe de Burkina, ils n'ont pas privilégié la reconquête, la reconstruction. Si aujourd'hui un joueur comme Kabore joue encore, moi je pense qu'il y a un problème au Burkina. C'est une réalité. Aujourd'hui, il faut reconstruire. Et sur des nouvelles vagues, comme en Côte d'Ivoire avec Pépé et autres, il faut reconstruire au Burkina. Il y a de très bons jeunes Burkinabés à travers l'Europe. Reconstruction, ils ont du temps. Ils sont allés en finale d'une Coupe d'Afrique, c'est vrai, mais c'est la fin d'un cycle pour moi.
Oui, comme il a dit Eugène, hein, tout simplement, il faut reconstruire. Et là, les matchs qu'ils vont faire, il faut qu'ils jouent sans vraiment se soucier de ce qui va se passer derrière. Après, ils feront les comptes, tout simplement. D'accord. Le Burkina Faso sera face à la Mauritanie, à Ouagadougou. La Mauritanie qui est déjà qualifiée, hein, qui est pépère, tout simplement, dans ce groupe, la première qualification pour la Mauritanie. On parlait de ces pays qui sont en train d'émerger en termes de football. On parlait du Soudan. On parlait du Kenya, mais la Mauritanie est en bonne place également, qui va finir premier de son groupe. Mais si le résultat, si l'Angola ne gagne pas bien évidemment et que la Mauritanie ne perd pas, qui va rester premier de son groupe, ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait. Je parlais des entraîneurs qui reviennent. On a connu Njoya Mori qui a conduit le COS Sport de San Pedro vers son premier titre de champion de Côte d'Ivoire. C'était la marque de Njoya qui est allé en Mauritanie. Il y avait pas mal d'entraîneurs expatriés également qui sont venus redonner, si vous voulez, du tonus et de la vitalité au football mauritanien. Demain, quand on va dire Côte d'Ivoire-Mauritanie 1-1 ou 0-0, les gens seront surpris alors que il y a du travail qui se fait à ce temps. On a l'impression que nous, on est arrivé à un certain niveau, mais on n'a plus progressé alors que les autres sont en train de travailler. Exactement. Donc le football, comme on l'a dit, le ballon roule partout et à un moment donné, il va falloir progresser à tous les niveaux. D'accord, on va voir le tableau de classement dans ces différentes poules, en commençant bien sûr par le groupe C, où le Mali en tête avec 11 points, suivi du Burundi, deuxième 9 points, et puis le Gabon troisième 7 points, le Soudan du Sud 0 points. Il y a une affiche de feu entre le Gabon et le Burundi. Hein. Les Gabonais ont rappelé toutes les forces vives, sinon la principale force vive qui est Pierre-Emerick Aubameyang qui a finalement décidé de rejoindre les Panthères du Gabon. Donc on espère que l'attaquant d'Arsenal va porter son équipe, n'est-ce pas, vers cette Coupe d'Afrique-là. En tout cas, ce sera chaud. Ce sera chaud au Burundi, qui ne va pas se laisser faire, qui a besoin juste d'un nul pour se qualifier. Donc c'est un match très engagé qui va se disputer. D'accord, Eugène. Mali, quand tu vois ce groupe C, c'est la domination territoriale d'un pays comme le Mali qui construit. L'effet Jamaguio qui a commencé à porter ses fruits. Exactement. Je pense que c'est la grande inconnue, mais je suis pour moi la grande favorite. Si elle se prépare bien, cette équipe du Mali peut faire très mal à tout le monde. Je pense que le Gabon, avec l'arrivée de Emerick, peut être le sauveur. C'est un match de feu, mais je pense que la pression est réellement sur le Burundi, parce que le Gabon viendra en jouant peut-être libéré, c'est-à-dire qu'on aura pas du temps, mais le Burundi aura la pression de forcément gagner à domicile. Et souvent, les pays qui jouent à domicile et qui reçoivent souvent cette pression créent forcément un Mali. D'accord, on sait que le Burkina vient de gagner 1-0 face à la Mauritanie. Oui, bonne opération. Maintenant, l'oreille est tendue vers le Botswana, voir le résultat entre l'Angola, comme je dis. Un nul suffirait au bonheur, n'est-ce pas, des Burkinabés qui, ne l'oublions pas, ont battu dans la confrontation directe l'Angola et ont fait match nul. Donc, si les deux équipes sont à égalité de points, eh bien, c'est le Burkina Faso qui se verrait. La réalisation me dit que l'Angola mène 1-0. Nous sommes pratiquement à la fin de la rencontre. On avait dit que le Burkina n'avait pas le dessin en 5 semaines. Voilà, donc c'est une réalité qu'il faut attendre la fin du match. Voilà. D'accord. On va voir le tableau de classement dans le groupe D, où l'Algérie est en tête avec 10 points, le Bénin deuxième avec 7 points, le Togo troisième avec 5 points, de même que la Gambie, 5 points également. C'est chaud. C'est Jamel Belmadi au-dessus du lot. Et puis après, il y a ce duel de fou qui va peut-être demain, dimanche, du côté de Cotonou, entre le Bénin et le Togo. C'était un match vraiment très très difficile, surtout pour le Togo qui joue du côté de Cotonou. Mais je pense que cette génération conduite par Michel Dussuyer du côté du Bénin a des très bons éléments, c'est et autres. Je pense que pour moi, le Bénin a 60% de chances de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Mais attention aussi à l'expertise et la roubladise. Il y a un entraîneur qui s'appelle Claude Leroy qui entraîne le Togo, mais qui a pas mal d'expérience, qui sait comment, n'est-ce pas, sortir victorieux de ce genre de confrontation-là. Il a réussi à donner une certaine âme à cette équipe du Togo qui nous a accrochés. Ne l'oubliez pas, en match amical, 2 buts partout. Alors qu'on avait le match en main, les Togolais sont bien revenus avec Adebayor, avec Haïté. En tout cas, pas mal de bons joueurs, avec Romao également. Donc, ils vont tout donner pour arracher cette victoire-là et décrocher la qualification. D'accord. Dans le groupe E, le Nigeria en tête avec 10 points, suivi de l'Afrique du Sud 9 points. La Libye arrive en 3e position, 7 points. Et puis les Seychelles 1 point, 4e. Les chevaliers de la Méditerranée, comme on les appelle les Libyens, qui vont aller défier l'Afrique du Sud, qui recevront l'Afrique du Sud, mais en Tunisie. En Tunisie, donc c'était un duel pour une place, parce qu'on l'a dit, le Nigeria est déjà qualifié, donc l'Afrique du Sud devra batailler dur, tout comme la Libye, pour arracher ce deuxième ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique. C'était un match intéressant à suivre, deux équipes qui vont tout donner. Les Libyens
C'est vrai qu'il y a des problèmes dans le pays, mais le football continue à jouer. Il joue du très beau football. Et puis les Sud-Africains qui ont déjà placé 2 équipes en Ligue des Champions, Mamelodi et le Orlando Pirates. Donc forcément, c'était un football qui se porte également bien. Donc attention, c'était un match équilibré à mon sens. D'accord. Dans le groupe F, le Kenya est premier avec 7 points, le Ghana deuxième avec 6 points, l'Éthiopie troisième avec 1 point, et puis la Sierra Leone ferme la boucle avec 0 point. Déjà qualifié, le Kenya normal, on va jouer le Gormaya qui revient, c'est le club kenyan vainqueur de la Coupe, des vainqueurs de Coupe, il y a de cela plus de 20 ans, qui revient dans le haut du football africain. Je pense que sur l'ensemble du match, l'Éthiopie, moins, qui renaît quand même, qu'il y a des belles équipes de football. Mais je pense sur l'ensemble de cette poule-là, je pense que le Kenya et le Ghana ont le mérite d'aller en Coupe d'Afrique. D'accord. Dans le groupe K, la Guinée-Bissau est première avec 8 points. La Namibie deuxième, 8 points également. Le Mozambique troisième avec 7 points. Et puis la Zambie est quatrième, 4 points. Ben, écoutez, on attendait la Zambie. Hein. Depuis le départ d'Averena, cette équipe-là, cette sélection est dans le dur. Aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe comme de la Guinée-Bissau qui est en tête. Ben, ça vous dit encore que le football continue à progresser dans certains pays. Mais moi, j'avoue que je suis curieux de voir des équipes comme la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Madagascar, pour voir un peu le niveau, parce qu'on est passé à 24 pays, il ne faut pas l'oublier. C'est une mini-coupe du monde en quelque sorte. Donc voilà, moi, des petits poussés comme ça, ils viennent avec leur enthousiasme, leur fougue, leur insouciance, leur inexpérience, et ça donne du piment à la Coupe d'Afrique. En tout cas, j'attends de voir cette équipe. J'ai compris qu'il n'y a plus de petits pays, quoi. Exactement, c'est clair. C'est clair. Dans le dernier groupe, le groupe L, l'Ouganda est premier avec 13 points. Lesotho deuxième à 5 points. La Tanzanie troisième également 5 points. Et puis le Cap-Vert boucle la boucle avec 4 points. Ben, à l'évidence, seul l'Ouganda est qualifié. Les 3 autres ont encore la possibilité de compenser leur billet. Donc c'est chaud. La dernière journée, c'est là que je dis que les éléphants de Côte d'Ivoire, ben, ils peuvent souffler parce qu'ils ont fait le travail. Vous imaginez si on était dans cette posture-là, je reviens encore sur une pelouse difficile du Stade Félix Houphouët-Boigny, ben, c'était pas gagné. Aujourd'hui, voilà, on est content, mais bon, dans ces poules-là, eh bien, j'imagine que les supporters, les joueurs, on les sommeil troublé en ce moment. D'accord. Alors, qu'allez-vous faire ce week-end, avant ou après avoir regardé, bien sûr, le match des éléphants de Côte d'Ivoire? En tout cas, Aude Alegbe nous donne des indications et c'est dans le rendez-vous du week-end. La 14e journée du championnat national homme de la Fédération ivoirienne de volleyball aura lieu le samedi 23 mars 2019 au hall 2 du Parc des Sports de Trècheville à partir de 14 h. Le bureau exécutif de la Fédération ivoirienne de rugby organise la 7e journée de la Ligue ivoire de rugby prévue les samedis 23 et dimanche 24 mars. Au programme, le samedi 23 au stade de l'INGS ARC AUC à 16 h, INGS Bélier à 14 h. Le dimanche 24 mars, au stade de l'Université de Cocody, Winner Stars Adzopé à 14 h et SOA TBO à 16 h. Voilà, Michael Uncho. Oui. Vous êtes à Abidjan ou vous résidez ici? Non, je réside à Paris. D'accord, donc vous êtes là, quelles sont vos activités? Là, moi je fais toujours un suivi. Partout où mes joueurs y sont, je suis présent. Et donc j'ai accompagné mes 4 joueurs pour le match de la sélection ivoirienne le samedi. Et dimanche, j'ai un match de gala pour Pépé et Kodja au Kangaleni. Donc c'est ça mes activités en ce moment. Qui va participer à cette rencontre, sinon à ces rencontres? On va dire le match du dimanche, c'est un match de gala et qui va me permettre de voir des nouveaux talents, tout simplement. Ça va même une détection. Voilà, à peu près une détection comme ça. D'accord. Nous, on a pratiquement fini. Hein. Demain, c'est le match. On va simplement inciter tous les Ivoiriens à venir au terrain pour pousser les éléphants à cette victoire. Kader. Oui, et surtout appeler l'équipe qui sera alignée par Kamara Ibrahim de mettre, comme je dis, de l'enthousiasme, de la folie, du spectacle, surtout des buts, n'est-ce pas, pour contenter tous ces supporters qui viendront au Stade Félix Houphouët-Boigny. Je dois venir demain, venez vous faire plaisir avec cette nouvelle génération de football talentueux conduite par Nicolas Pépé, venez voir la nouvelle merveille, la nouvelle Pépé du football français et vous serez très heureux. D'accord. Un pronostic demain? Bon, moi je me très souligner vite fait. Oui, allez-y. Voilà, franchement, je demande vraiment aux Ivoiriens de soutenir leur équipe nationale.
Parce que sans eux, on ne pourra pas faire quoi que ce soit. Je leur demande vraiment de les soutenir. D'accord. Les tickets sont gratuits. La FIFA offre tous les tickets à vous, très chers publics, très chers supporters. Venez donc nombreux demain au stade Félix Houphouët-Boigny pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire face à cette équipe du Rwanda. Je rappelle juste que la Côte d'Ivoire a battu le Niger 2-1, comptant pour les éliminatoires de la CAN U23, deuxième tour match aller. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci. Chers consultants, merci à vous, Michael Ncho. Merci à la réalisation évidemment tenue par Madame Koné et Kadi. Merci à tous les techniciens, merci à vous, très chers téléspectateurs. On vous souhaite un bon week-end et puis surtout une bonne suite de programmes sur RT1.